Merci de votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale en prélude au 3e congrès de l'association en sardine internationale ADN Mali, prévu du 5 au 6 mai au Palais des Sports de Bamako à Amdallaye ACI 2000. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau spécial le président ainsi que le secrétaire général de la commission d'organisation. Nous aborderons au cours de cette émission spéciale des sujets relatifs aux dispositions générales prises par les organisateurs. Il sera également question des organes de gestion du congrès. Les thématiques, les différentes thématiques seront également abordées tout en mettant l'accent sur le programme des travaux durant les 2 jours. Mais avant tout cela, nous estimons judicieux de parler de l'ADN Mali, de sa création, sa vision, ses missions et ses objectifs généraux, spécifiques, ses valeurs fondamentales. Bref, on aura l'occasion de parler de tout cela dans cette émission spéciale. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau, à ma droite, Monsieur Seydou Diarra. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Alors, Monsieur Seydou Diarra est le secrétaire général de la commission d'organisation du congrès. C'est bien ça. C'est bien cela. Oui, bien et ça. à ma gauche, nous avons un autre Seydou, mais Traoré cette fois-ci. Bonjour, Monsieur Seydou Traoré. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Monsieur Traoré est le président de la commission d'organisation du congrès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, on va parler de l'association en sardine internationale ADN. Alors, cette association existe depuis combien de temps, Monsieur Traoré? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'organisation de ce plateau. Je vais également remercier le guide Acid Chérif Ousmane Malan Haïdara, qui est à l'origine de cette association. Je remercie également tous les téléspectateurs de Chérifla Télé. Alors, l'Ansardine nationale du Mali est créée en 1983. Elle a obtenu son récépissé en 1991. Voilà, donc l'association existe, on peut dire aujourd'hui, depuis 35 ans. Voilà. Donc ensuite, en termes de vision, cette association souhaiterait être la référence en islam. Voilà. Donc c'est ça notre vision. Et comme mission et objectif, nous visions la diffusion de l'islam comme religion de paix et de tolérance, la saine compréhension de l'islam à travers la formation et la sensibilisation, la réalisation d'infrastructures sociales, éducatives, sanitaires et religieuses. Nous visons également l'assistance aux démunis et aux nécessités. Voilà les principales missions et objectifs attendus de l'association. Donc en termes de valeurs, cette association également, elle partage des valeurs. Ces valeurs concernent le patriotisme, l'intégrité, le travail, le comportement sain, voilà, et l'engagement. Voilà, donc ça c'est pour parler globalement de l'association. Et cette association a une organisation. Voilà, donc elle a une organisation et elle adopte également une gestion. Donc en termes d'organisation, le guide spirituel est l'autorité spirituelle suprême garante de l'ADN. Voilà, donc l'ADN s'entend l'association Ansardine du Mali. Ensuite, l'ADN est structuré en comité. Un comité correspond à notre structure de base dans un village ou dans un quartier pour ce qui concerne les milieux urbains. Alors donc nous avons également des sous-sections. Donc ces sous-sections correspondent à des communes. Et après nous avons des sections qui correspondent à des cercles. Et cet ADN tient des instances. Donc nous avons l'Assemblée générale au niveau du comité. Nous avons la conférence au niveau de la sous-section. Nous avons une conférence également au niveau national. Et après, nous avons une convention nationale. Et ensuite, on a un congrès. Ce congrès se tient tous les 5 ans. À la demande du président du comité exécutif national. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler justement de ce congrès. Alors, parlant de ce congrès, il faut d'abord signaler que l'objectif de ce congrès, c'est d'abord, sur les 5 ans écoulés, de passer en revue
les grandes réalisations de l'association, de regarder les réformes qui sont nécessaires, de proposer les changements qu'il faut par rapport à nos statuts et au règlement intérieur. Alors donc pour cela, les congressistes sont mobilisés depuis toutes les sections, au nombre de 43, à travers tout le pays. Donc nous avons des délégués par section qui constituent des congressistes. Et ces congressistes doivent se réunir pour passer en revue les réalisations de l'association, pour passer en revue les statuts et les règlements intérieurs de l'association, pour passer en revue les attentes, les objectifs généraux auxquels l'association doit s'atteler. Monsieur Traoré, au bout de 5 ans, va se tenir au Congrès pour renouveler les instances de l'association. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous parler des grandes réalisations de cette association qui est une référence non seulement au Mali, mais en dehors de nos frontières? Pouvez-vous nous parler déjà de quelques grandes réalisations faites par votre association? Absolument. Alors, je vous remercie pour cette question parce qu'elle nous ramène à notre thème. Ce n'est pas pour rien que nous avons opté pour ce thème qui porte sur la saine compréhension de l'islam au service du développement. Alors, je peux vous expliquer qu'avant, les musulmans étaient perçus comme des gens qui restaient à la mosquée, des gens qui allaient régulièrement à la mosquée, des gens qui portaient des mauvais habits, des gens qui étaient en un mot laissés de côté, des gens dépourvus de tout. Donc aujourd'hui, cette association a changé cette image. Parce qu'être musulman, ça ne veut absolument rien dire de tout ça. Donc cette association a mis en place une organisation qui est la mieux structurée aujourd'hui au Mali. Elle est la plus répandue au Mali, par son implantation, par sa structuration. Aujourd'hui, nous avons fait de très grandes réalisations, aussi bien au Mali que dans les 30 autres pays qui couvrent, que la FADI, qui est la Fédération Ansar Dine Internationale, couvre. Nous sommes présents aujourd'hui dans 30 pays et nous couvrons également les 4 continents. Donc nous avons fait de très grandes réalisations. La première réalisation, si vous voulez, c'est la bonne compréhension de l'islam. Absolument. Pour nous. Voilà, parce que pour apporter le vrai développement, il faut d'abord comprendre l'islam, savoir se tenir dans un pays, et comprendre que l'éducation est à la base de tout. À travers cette association, il y a une très bonne compréhension de l'islam. Il y a donc une bonne sensibilisation. Et les gens sont mis au travail. Donc tous les membres, tous les adhérents, tous les sympathisants comprennent ce message qu'un musulman, c'est d'abord quelqu'un qui doit être autonome. C'est d'abord quelqu'un qui doit être bien éduqué. C'est quelqu'un qui est rigoureux. C'est quelqu'un qui a un comportement sain. Et ça l'amène à travailler. Absolument. Alors, donc, comme deuxième réalisation, si vous voulez, c'est le comportement dans la société. Comment un musulman doit se comporter dans sa société, dans une entreprise, dans une fonction publique. Pour nous, ces séances de sensibilisation que le guide n'a jamais cessé depuis, on va dire, plus de 40 ans, ont beaucoup apporté aujourd'hui. De 3, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures éducatives. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, dans beaucoup de cercles, l'association a réalisé ce qu'on appelle des écoles franco-arabes. Ces écoles enseignent l'islam. Ces écoles éduquent nos enfants dans les contrées les plus reculées au Mali. De 3, nous avons réalisé, comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé l'un des centres médicaux les plus célèbres au Mali. Donc on a réalisé le centre de Chérifla, le centre de santé de Chérifla, qui abrite des équipements les plus modernes, les plus sophistiqués, qui a en son sein des personnels bien qualifiés. Et les malades sont très bien soignés. Et je pense que vous pouvez aussi faire une bonne enquête, une petite enquête autour des clients de ce centre. Vous allez vous en rendre compte que c'est un centre qui rend éminemment service aux populations les plus pauvres, aux populations malades. Ensuite, nous avons fait également, dans le cadre du congrès de 2013, on avait comme programme de réaliser de grands centres de conférences. Aujourd'hui, ces centres-là, on a commencé à les réaliser. Voilà, donc les travaux sont lancés, on n'a pas encore totalement fini. Donc bref, notre thème que nous avons choisi, c'était un thème qui est orienté
dans le cadre de montrer à toute l'humanité, à toute la population, qu'un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui va à la mosquée seulement. Un musulman, c'est à travers ses réalisations. Voilà. Et ces réalisations d'infrastructures, ces réalisations en termes de comportement, en termes de tenue dans une société que nous partageons tous ensemble. Je vous remercie. Et nous apercevons d'ailleurs en ce moment même les images du centre de santé Cherifla au niveau de Bankoni. Hein. C'est ça. Monsieur Traoré, dans toutes les réalisations que vous venez de citer, je ne vous ai pas entendu dire la télévision, alors que vous êtes même sur le plateau de Cherifla Télévision. Tout à fait. Je pense que ça fait partie également d'une de vos réalisations assez grandioses, parce que Cherifla est autorisée à émettre depuis quelques mois maintenant, et elle s'évertue à véhiculer une image positive de l'islam. Tout à fait. Et un point très important, je ne sais pas si on va faire réagir M. Diarra, c'est que l'islam, il y a ce qu'on appelle l'extrémisme violent, et on a vu ces dernières années, à travers plusieurs conférences, que l'ADN veille à véhiculer une image, comme vous dites, saine de l'islam, tout en évitant l'amalgame autour de l'extrémisme violent. Ouais. Donc, on va parler du congrès proprement dit, composition et attente, et on rappelle que ça commence officiellement. L'ouverture est prévue pour le 5 mai, mais avant cela, il y a des préliminaires, si je ne m'abuse. Vous avez posé une question très intéressante. Je n'ai pas parlé de la télé Cherifla, parce qu'aujourd'hui, c'est une des réalisations de l'association la plus vue. Oui. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas jugé nécessaire d'en parler. Sinon, effectivement, nous avons réalisé des moyens de communication, même dans la région. Donc aujourd'hui, l'ADN Mali a réalisé justement la télé Cherifla. Nous avons réalisé beaucoup de radios dans la région également, pour mieux communiquer, parce que dans cette association, la communication, elle est fondamentale. Nous sommes très nombreux, nous sommes bien structurés. Au-delà de ça, il y a également l'AFIM, voilà, Ansar Finance du Mali. Je n'en ai pas parlé, parce que simplement, c'est aujourd'hui une réalisation aussi qui est très bien vue. On a beaucoup de clients. Alors cette société de microfinance mobilise des milliards et sert des centaines de milliers d'adhérents et de membres dans le cadre de leur accompagnement pour la réalisation des projets. Donc, je n'ai pas parlé de ces deux structures parce que j'estime que c'est des structures qui sont déjà bien connues. Voilà. Mais nous sommes très en avance par rapport à ces structures-là. Donc, je donne la parole à mon collègue à monsieur Diarra pour nous parler du congrès proprement dit. On sait que ça va commencer officiellement le 5 mai, le samedi 5 mai, mais avant cela, il y a des préliminaires, n'est-ce pas? Et pouvez-vous nous parler de la composition et des attentes du congrès? D'accord. D'abord, je remercie tous les téléspectateurs. Et on ne peut pas ici parler de Ansardine sans remercier son guide, Assed Cherif Ousmane Madan Haïdara, qui, lui seul, comme on a dit, dans les années très difficiles, à lui seul, il a commencé cette activité. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, les gens l'ont compris et les gens l'ont accompagné. Mais il est resté lui-même, il n'a pas changé. Donc, je remercie également les braves dames de Bamako, Bagadaji Mednekoura, qui ont commencé, qui ont demandé au guide de rester. C'est grâce à elles et grâce aux hommes qui l'ont accompagné que nous sommes là aujourd'hui. Bravo à eux. Ensuite, parlant du congrès, avant de parler du congrès, les réalisations de Ansardine, vraiment c'est nombreux. Le plateau là n'est pas suffisant pour parler de tout ça. Mais on va tous juste ajouter la boulangerie. Nous avons une boulangerie-pâtisserie Cherifla qui fonctionne depuis quelques années. Voilà, par rapport au congrès proprement dit, il a été dit que dans les textes, nous, en plus d'être citoyens, on est encore plus rigoureux dans l'application de nos textes. Nos congrès, statutairement, c'est chaque 5 années. Et le dernier congrès a été organisé en mai 2013. Et maintenant, en mai 2018, le 3e congrès ordinaire aura lieu. Et tout est fin prêt pour le congrès. Comme vous l'avez dit, le congrès va commencer, on va commencer avec l'accueil. Comme le congrès, la date officielle, c'est le 5 et 6 mai 2018 à Bamako ici. Selon le calendrier officiel. Hein. Oui, c'est bien ça, au Palais des Sports à Amdalay, non loin de la Bibliothèque nationale.
Mais avant ça, les préparatifs, on va d'abord, comme on l'a dit, les congressistes vont arriver de tous les Mali, à travers tous les Mali, de Tombouctou jusqu'à Kaye. Donc tous les participants vont venir. Donc il faut installer les participants d'abord. Donc on a dans ce cadre, depuis les 3, l'accueil commence. On commence à accueillir les 3 et les 4. Maintenant, dans l'après-midi du 4, on va commencer avec les ateliers. Comme ça concerne seulement les congressistes, ça ne concerne pas le grand public. Donc on va commencer avec les ateliers. Après les ateliers, on va procéder à des sensibilisations, à l'installation des congressistes. Maintenant, après ça, le samedi 5 mai 2018, ça sera l'ouverture officielle du congrès qui aura lieu au Palais des Sports à Amdalaï à 10 h. Donc après l'ouverture officielle, on va se retrouver en atelier et comme d'habitude, le bureau sortant va présenter son bilan. Son bilan sera jugé par les congressistes et après le bureau va procéder à sa démission. Bon, après la démission, la commission électorale va intervenir vraiment pour commencer l'élection du bureau entrant, dont les structures de base ont déjà fait des propositions avec la supervision de la FADI, le comité ad hoc qui est composé par la Fédération Ansardine internationale, la FADI. Donc ils vont procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Et ça sera fait le samedi dans la soirée. Comme ça, le dimanche 6 mai 2018, ça sera tout simplement, il va y avoir la plénière. Les résolutions du congrès seront présentées et validées. Le bureau élu sera présenté. Et après, ça c'est dans la journée. Maintenant, dans l'après-midi, ça sera la clôture officielle du congrès qui aura lieu au même endroit, au palais des congrès, à Amdalaï, à 16 h. Voilà en gros le programme du congrès. On a bien compris. Alors je me tourne vers M. Traoré. On estime que ce congrès, ce 3e congrès de l'ADN a un caractère national. Alors est-ce que les officiels, je veux dire les autorités, sont prévus pour la cérémonie d'ouverture? Absolument. Première question. Et puis deuxième question, combien de participants, vous avez parlé de délégués, n'est-ce pas? C'est ça. En plus des délégués, combien de participants sont attendus lors de ce 3e grand congrès de l'ADN? C'est ça. Alors, je vous remercie. Effectivement, les officiels, on va dire les autorités politiques et administratives sont attendus. Donc, nous avons les 2 cérémonies d'ouverture et de clôture qui seront organisées au Palais des Sports à Bamako. Alors, pour ces 2 cérémonies, le président de la cérémonie, des 2 cérémonies, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà. Donc, on aura également la présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Au-delà de ça, plusieurs personnalités, on va dire politiques et religieuses sont attendues. Les associations sœurs sont attendues, les personnalités coutumières sont attendues, les communicateurs sont attendus, à travers, je veux dire, la presse écrite, la presse orale et la presse en ligne. Alors, on n'a oublié absolument personne. Au-delà de ça, tous les musulmans, tous les citoyens maliens sont attendus et sont vraiment les bienvenus. Voilà. Donc, ça m'amène à rappeler l'objectif de ce grand congrès. Comme a dit mon collègue, c'est un congrès qui est tenu tous les 5 ans. Son objectif est double. C'est d'abord de passer en revue tous les dysfonctionnements constatés lors des 5 dernières années et les années écoulées. Également, de regarder quels sont les changements importants qui sont nécessaires à apporter à notre fonctionnement. Et pour cela, il faut une organisation. Il y a le changement de bureau qui est prévu. Mais avant de parler de ce changement de bureau, nous avons défini 7 thématiques. Vont regrouper des groupes de travail. Et il est attendu de chacun de ces groupes des résultats clairement affichés. Et ces résultats ont déjà fait l'objet d'échanges avec toutes les sections. Comme c'est une grande structure, une grande association, je veux dire, installée à travers tout le pays, les avis de toutes les structures à la base sont importants. Et donc nous avons, depuis plus d'1 mois, nous travaillons avec les structures à la base pour qu'on puisse avoir l'ensemble des avis. Donc aujourd'hui, tous ces avis sont mobilisés. Nous avons déjà travaillé sur la synthèse des propositions.
Et il y a des facilitateurs qui ont été désignés pour travailler sur ces synthèses-là. Ce sont ces synthèses qui vont faire l'objet d'échanges en atelier pour pouvoir adopter des résolutions qui vont constituer qui vont être le mandat à donner au nouveau bureau qui sera mis en place. Et ce bureau va travailler sur ces plans d'action afin d'atteindre tous les objectifs attendus et qui vont faire l'objet également d'évaluation. Et comme atelier, le premier atelier porte sur les statuts règlements intérieurs. Il s'agira donc d'évaluer tous les textes qui sont en vigueur depuis 5 ans. De regarder qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui n'est plus d'actualité. Parce que le monde évolue. Donc il est attendu de cet atelier des propositions concrètes pour corriger les dysfonctionnements et pour imprimer des changements à travers des modifications qui sont vraiment importantes. Alors comme deuxième atelier, nous avons la mobilisation des ressources financières. Cette association mobilise plus de 3 milliards par an dans le cadre des investissements et dans le cadre du fonctionnement. Alors pour mobiliser ces ressources, il faut absolument des bonnes réflexions pour que les cotisations puissent être au rendez-vous. Chaque section, chaque structure à la base a un quota attendu année par année et tous les paiements sont évalués. Donc tout ce qui est manquement est constaté pour qu'on puisse, lors du congrès, définir concrètement les actions qu'il faut pour les corriger. Alors, donc, il est attendu de cet atelier mobilisation des ressources humaines, des propositions, mobilisation des ressources financières, des propositions pour que les cotisations de tous les membres, de toutes les sections puissent être vraiment payées. Justement, sur le volet, peut-être que M. Diarra veut bien rajouter quelque chose, mais moi, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le volet mobilisation des ressources financières. Vous venez de parler des cotisations en pratique. Comment ça se passe? Chaque adhérent doit cotiser combien? Comment ça se fait? Puisque vous venez de dire que l'ADN mobilise à peu près 3 milliards par an, ce qui n'est pas rien, c'est énorme. En pratique, comment ça se passe, M. Traoré, avant de faire réagir très bien. M. Diarra? Alors, quand on est membre, c'est qu'on appartient déjà à une structure à la base, qu'on a appelée comité. Au niveau de chaque comité... Avec une carte? Absolument. Il y a une carte d'adhérent accompagnée d'un badge. Donc, tous les membres ont l'obligation déjà d'avoir une carte qui l'identifie correctement et un badge pour pouvoir déjà participer à toutes ces conférences dont j'ai expliqué tantôt et également aux assemblées. Alors donc, on appartient à une structure à la base. Cette structure de base, qui est le comité, a fixé une cotisation par membre. Et cette cotisation, elle est variable selon les besoins de fonctionnement des comités. À l'intérieur du comité, donc, on a une cotisation. Au niveau de la section, on a une cotisation. Au niveau également de la sous-section, on a une cotisation. Et au niveau national, on a une cotisation. Et tous les membres doivent également cotiser pour la FADI. Donc, les montants... La FADI, ça c'est à l'échelle internationale. Absolument. La FADI, comme je l'ai dit, aujourd'hui, elle couvre plus de 30 pays aujourd'hui. Et elle a des programmes. Voilà. Donc, il y a des cotisations qui doivent remonter jusqu'à la FADI. Dans le cadre de toutes les infrastructures, dans le cadre de la réalisation de toutes les infrastructures, on va dire internationales. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre fonctionnement ne souffre absolument d'aucun problème pour mobiliser ces ressources. Tous les membres connaissent clairement qu'est-ce qui est attendu de lui. Et le point est fait au mois le mois pour savoir qui a payé quoi, qu'est-ce qui est attendu de qui. Au-delà de ces ressources, nous menons également des activités qu'on appelle des activités génératrices de revenus. C'est dans ce cadre-là qu'il a parlé d'une boulangerie que nous avons ouverte. Nous avons l'AFIM, qui est Ansar Finance du Mali. Nous avons des exploitations agricoles que nous exploitons. Nous avons des plantations d'arbres, des vergers, qui sont exploités au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des cercles. Voilà. Donc, c'est comme ça que les ressources sont mobilisées et drainées. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à réaliser toutes ces réalisations. Quels sont les autres ateliers thématiques? Parce que je vous ai arrêté sur le volet mobilisation financière. Oui, oui, M. Diarra. Allez-y. Par rapport réagir au deuxième atelier, mobilisation des ressources financières, il est important de souligner que Ansardine finance sur fonds propres. Si on peut parler ainsi, nous savons qu'on ne peut rien faire de grand sans avoir cotisé. Et en islam, on sait que quand on fait du bien, on est récompensé. Donc là, c'est très clair. À l'adhésion du militant, tout lui est expliqué. Donc quand le militant comprend la mission, quand il sait à quoi son argent va servir, il n'hésitera pas
à donner son argent. C'est pourquoi Ansardine fonctionne sur le fonds propres et avec la cotisation des militants. En plus des cotisations, il y a des dons et des legs. Comme vous venez de dire, c'est le Congrès qui fixe tout ça. Oui. Le Congrès demande au comité exécutif national, voici ce que nous voulons que vous faites pendant les 5 prochaines années. Donc si les militants veulent ça, les militants, c'est aux militants, comme on ne va pas demander ailleurs. On ne va pas demander ailleurs. Donc ce sont les militants qui vont mobiliser les fonds pour la réalisation des activités qu'eux-mêmes ont proposées. D'accord. Voilà, il était important de le souligner. Voilà, c'est bien ça. Je pense que le message passe très bien. Maintenant, que faut-il pour être adhérent en ça? Alors c'est très simple. Voilà, c'est une question intéressante. Absolument. Pour être adhérent, oui. Il faut déjà accepter les serments. Le serment. 6 serments, il faut les accepter. Ça, c'est une étape préalable. Indispensable. Tout à fait. Parce que tous les membres doivent être des musulmans. Et comment se fait la prestation de serment? Cette prestation de serment se fait à l'assemblée du comité. Donc on adhère, et généralement ça se fait en présence du bureau. Et le plus souvent, le bureau est là, il est composé d'un président et de son staff. Voilà, avec un conseiller religieux. Donc la prestation de serment a lieu au niveau du comité, qui est la plus petite structure à la base. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on y adhère. Alors, je vais rebondir. Et la présence du guide spirituel des Ansars est-elle nécessaire pour la prestation de serment? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien de le souligner. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je rebondis sur les ateliers. Voilà, les ateliers. Alors, donc, les ateliers, en plus de ces 2 ateliers, nous avons un 3e atelier qui porte sur le plan de formation. Je viens de vous parler de notre structuration. Je viens de vous parler des objectifs que nous nous assignons chaque 5 ans. Je viens de vous parler des bureaux, des membres de bureaux qui doivent avoir un certain leadership pour pouvoir mobiliser tous ces militants, les sensibiliser, alors les éduquer, les encourager. Toute cette gestion a besoin donc de plans de formation. Et pour cela, il est demandé à toutes les structures, de la plus petite structure à la plus grande, de dresser un plan de formation pour pouvoir d'abord former ces militants, former les leaders également de différentes structures. Les former en quoi? Les former dans toutes les thématiques aujourd'hui nécessaires pour la vie. Donc il y a le leadership, le sentiment d'appartenance à des groupes. Voilà, donc également aujourd'hui les techniques de communication sont indispensables pour que l'information puisse circuler de toutes parts. Donc un plan de formation doit être dressé et cet atelier parlera de cela pour que les 5 prochaines années, on puisse savoir qu'est-ce qui est attendu comme formation pour les leaders et pour les membres des militants. Alors le 4e atelier, c'est la politique de communication. La politique de communication. Alors cette politique de communication aujourd'hui, c'est pas pour rien que la télé est là. Oui. Alors si vous regardez il y a 5 ans, on avait déjà affiché cette volonté. Oui. On l'a réalisé. Parce que lors du congrès d'il y a 5 ans, on a jugé nécessaire de réaliser une télé. Donc ça fait partie de nous, notre politique de communication. On ne peut rien faire aujourd'hui sans la communication. Absolument. Nous avons, à travers cet atelier, nous souhaiterions mettre en place un comité national rien que pour la communication. La communication à travers les télés, la communication qui va veiller sur la communication sur Internet, qui va veiller sur la communication à travers les radios, qui va aujourd'hui exiger un plan de réalisation d'infrastructures en matière de communication pour toutes les 43 sections qui renferment notre association au niveau, à l'échelle nationale. Oui, sans vous couper la parole, M. Traoré, en plus de la télé, vous avez plusieurs radios également. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. La Voix du Citoyen. Oui. Quelle autre radio? On peut les citer? Alors, au niveau des régions, on a des radios. Voilà. Au niveau des sections, il y a 5 ans, on a exigé à toutes les sections d'avoir une radio. Voilà, parce que c'est indispensable. D'accord. On ne peut pas aujourd'hui véhiculer l'information sans avoir des plateaux, des équipements pour pouvoir circuler cette information. Donc ça fait partie de notre vision il y a 5 ans et on s'inscrit dans cette vision. Et l'atelier justement 4 doit, on va dire, améliorer la politique qu'on avait réalisée il y a 5 ans. Voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qu'il faut pour les 5 prochaines années. Alors donc cet atelier traitera de ça. L'atelier 5 porte sur la politique d'enseignement. Je vous ai dit tantôt que nous réalisons des infrastructures éducatives, voilà, qui sont des franco-arabes. Oui. Et nous devons avoir notre propre politique d'enseignement. D'enseignement. Et qu'on a déployée
il y a longtemps, il faut donc l'évaluer. Il faut vérifier qu'est-ce qui marche. Il faut donc corriger qu'est-ce qui ne marche pas. Oui, absolument. Et aujourd'hui, au vu de l'évolution, il faut également imprimer, on va dire, de nouvelles élans pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'enseignement puisse être vraiment plus à la mode, plus s'adapter davantage, hein, on va dire, aux besoins du marché. Parce qu'on ne forme pas pour former. On forme pour avoir après un métier. Donc, il y a lieu d'adapter notre politique d'enseignement. Et cet atelier traitera de cela. L'atelier 6, oui, c'est le projet de réalisation des infrastructures. Toutes les infrastructures dont on a parlé, aujourd'hui, ces centres de, on va dire, ces centres de conférence que nous visons, ces grandes écoles que nous visons, ces universités que nous visons, c'est des infrastructures que nous devons réaliser. Nous avons des sièges au niveau des sections. Dans certaines sous-sections, on a des sièges. Toutes ces réalisations, on va dire, doivent avoir des statuts. On doit veiller sur leur foncier. On doit s'assurer que nous sommes en harmonie avec, on va dire, la réglementation nationale. Qu'on a tous les papiers qu'il faut pour que ces réalisations deviennent des réalisations propriété de l'association à vie. Oui. Donc cet atelier parlera de ces infrastructures, comment les réaliser, les précautions qu'il faut prendre, voilà, pour que quand on va réaliser un bâtiment aujourd'hui, qu'il ne s'écroule pas. Oui. Pour qu'il puisse avoir toutes les mesures d'accompagnement pour son entretien, voilà, sa rénovation s'il le faut. Voilà, on a fait beaucoup de réalisations. Il faut donc veiller sur la vie et sur le réentretien. Et le dernier ? Le dernier, justement, oui, c'est le plan stratégique de développement. Oui. Alors cet atelier, il est nouveau. Il est extrêmement important pour nous, aujourd'hui, de parler de développement à moyen et long terme. Nous estimons que faire le point tous les 5 ans, c'est une bonne chose. Oui, absolument. Mais dresser un plan pour que dans 10 ans, 15 ans, on puisse savoir là où il faut aller, on puisse travailler sur des axes précis. Pour nous, c'est aujourd'hui indispensable pour cette association. Alors, donc cet atelier doit d'abord évaluer la nécessité de créer un groupe de réflexion. Un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion doit travailler au quotidien sur les dysfonctionnements et sur les opportunités stratégiques qui peuvent être saisies aujourd'hui par l'association. Cette association a noué plusieurs partenariats, mais ces partenariats peuvent être mieux améliorés. Alors aujourd'hui, tel que nous mobilisons nos ressources, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, on ne peut pas avoir d'autres axes de mobilisation de ressources? Est-ce que tel que nous fonctionnons, à travers nos assemblées, nos conférences, nos conventions, est-ce qu'on gagnerait à les garder comme tels? Alors donc, ce groupe de réflexion va être désigné, choisi, pour travailler sur des thèmes de référence clairs. Et rendront compte de leurs travaux régulièrement au CN, au nouveau bureau qui va être élu. Voilà les différents ateliers que nous attendons dans le cadre de ce congrès. Monsieur Traoré, on est assez édifié par rapport aux 7 ateliers thématiques. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez pris des dispositions en termes d'organisation, même technique du congrès? Parce qu'on a vu que les grands événements de l'ADN mobilisent vraiment du monde. Ouais. On a vu avec les différentes étapes du Maouloud au stade qu'il y a un débordement. Est-ce que des dispositions pratiques sont prises pour qu'il y ait des sous-commissions au niveau de l'accueil-hébergement, au niveau de la restauration, de la logistique en tant que telle, au niveau du transport? Le transport joue un rôle capital dans vos événements. Est-ce qu'on peut parler de ces sous-commissions-là? Bien sûr que oui. On a pris des mesures. Parce que depuis les Maoulouds, depuis décembre, quand la commission a été mise en place par les CN, le bureau national, nous sommes à la tâche. On s'est réunis tous les jours. Et comme vous l'avez dit, il y a environ 13 sous-commissions qui travaillent. 13 sous-commissions. 13 sous-commissions qui travaillent pour la réussite de ce congrès. On va profiter de ça également pour remercier les sections du Mali qui, à la rencontre du 3 mars, quand on les a sensibilisés, chacun a joué sa partition. Les gens ont envoyé tout ce qui a été demandé. Et ces données sont en train d'être traitées. Donc ce qui veut dire que ce congrès va avoir beaucoup d'innovation. Comme vous l'avez dit, les sous-commissions ont été rencontrées. Et on a planté les décors et les gens sont à la tâche. Les budgets ont été évalués. Les budgets sont déjà en application.
toutes les sous-commissions ont été rencontrées, bien expliquées, et toutes ces sous-commissions ont déjà travaillé, ont déjà commencé à mener des activités dans les réussites du congrès. Et tout est déjà fin prêt. Côté organisation matérielle, les transports, Dieu merci. Oui, on en a parlé. Voilà, Dieu merci déjà. Ansardine déjà a des cars. Ah. Les cars sont arrivés. Et Inch'Allah, les cars seront utilisés en bon escient. Et des cars complémentaires seront utilisés. On peut connaître le nombre? On a mobilisé environ 20 cars. 20 cars pour le transport des congressistes. De leur logement au site, au palais des sports. Vous savez, on va héberger les gens pendant environ 5 jours à une semaine. Si ce n'est pas Ansardine, je vous dis que ça c'est très rare. Parce qu'on a pris les mesures. Absolument. On a tout un arsenal pour accueillir le monde. Si vous arrivez au siège, vous allez constater par vous-même. Donc vraiment, bravo à tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont eu l'idée de préparer tout ça aujourd'hui. Absolument. Et M. Traoré, parlant de sous-commission encore, on sait que le volet sécuritaire est très important. Alors la sous-commission sécurité est à pied d'œuvre déjà, si j'ose dire. On sait que de façon classique, en plus des forces de l'ordre du pays, vous avez vos propres agents. C'est ça. N'est-ce pas? Oui, très bien. Mais c'est absolument ça. Alors nous, on a une très grande expérience dans l'organisation des événements, on va dire, beaucoup plus grandioses que le congrès. Des événements qui mobilisent, aujourd'hui quand vous prenez le Mawloud, le Mawloud mobilise près de 100 000 personnes. On l'a vu, oui. Et donc, ces 100 000 personnes, pendant une semaine, on arrive à les nourrir, on arrive à les loger, on arrive à les déplacer, on arrive à assainir les lieux pour eux, on arrive à assurer la communication pour que chacun puisse entendre ce qu'il veut entendre. Donc on a une très grande expérience en matière d'organisation d'événements qui mobilisent beaucoup de monde. Et pour ce congrès, si vous regardez bien, on a choisi le Palais des Sports, et ce n'est pas pour rien. Et depuis, on va dire, plus d'un mois, nous sommes en échange par rapport à la structure qui gère ce palais pour pouvoir asseoir une meilleure organisation. Pour le transport, toutes les dispositions sont prises. Pour la sécurité, toutes les dispositions sont prises. Aujourd'hui, si vous voulez donner un nombre de gardes de l'association, nous sommes à plus d'un millier. Tous les gardes sont informés. Donc, on a déjà une commission nationale d'organisation pour tous les événements, qui s'occupera de la logistique, qui s'occupera de la maintenance, qui s'occupera de l'assainissement, qui s'occupera de la restauration, qui s'occupera du transport. Donc, et même du volet santé. Absolument, la santé. On a déjà un centre de santé qui est aujourd'hui déjà mobilisé pour faire les approvisionnements nécessaires en vue de recevoir les congressistes. Donc, nous n'avons aucun doute sur la réussite de cet événement sur le plan organisationnel. Voilà. Donc, alors, il a remercié les membres de la commission d'organisation. Mais je vais plus loin parce qu'au niveau international, nous avons un comité ad hoc à qui nous rendons compte. Nous sommes la comité d'organisation. Nous sommes 5. Nous avons une commission également électorale qui s'occupe de tout ce qui est élection des membres du nouveau bureau. En plus de cela, nous avons 13 sous-commissions. Et chacune des sous-commissions a un objectif. Nous avons déjà élaboré tous les budgets. Et tenez-vous bien, pour organiser cet événement, nous sommes à peu près à une centaine de millions. Donc, ce n'est pas rien. C'est pour ça que... Financer aussi sur fonds propres. Absolument. Ça, il faut le préciser. Et nous comptons beaucoup sur ça. Ce n'est pas pour rien. Parce que pour nous, la réussite d'une association, ce sont ces séances qu'il faut organiser. Ce sont ces remises en cause qu'il faut, on va dire qu'il faut créer. Ce sont ces réflexions, justement, qu'il faut apporter. Donc, et l'écoute de tous les membres. Pour avoir les propositions sur chaque thématique, tous les membres au niveau structure de base, section, sous-section, on a reçu les propositions. Et toutes ces propositions qu'il a appelées tantôt données sont aujourd'hui remontées à la commission. La commission a traité. Il y a eu des rapports de synthèse avec des facilitateurs. Et nous allons travailler en atelier pour pouvoir valider aisément et prendre des résolutions qu'il faut pour un nouvel élan de cette association. Absolument. Voilà. Tout ça, c'est très ambitieux. Et on voit que vous êtes
très organisé. Chers invités, on s'achemine vers la fin de cette émission, mais avant, je voudrais qu'on parle des attentes. Mais avant même de parler des attentes, je pense qu'il est primordial, vous l'avez dit, hein, que ce congrès, au cours de ce congrès, il va y avoir le renouvellement de, des instances, 2 instances primordiales, entre guillemets. Il y a ce que vous appelez le CEN, le Comité exécutif national, et puis le CCN, qui est le Comité de contrôle national. Alors, combien de personnes au sein de ces différentes instances et comment va se dérouler le programme proprement dit le jour J? D'accord. Alors, pour le renouvellement de ces 2 bureaux, il faut déjà rappeler que nous avons 19 membres pour le CN, qu'on peut appeler Bureau national. Nous avons 5 membres pour le Comité de contrôle national. Et ce comité de contrôle national, on y a pensé, puisque c'est indispensable dans notre organisation. C'est ce comité qui veille sur le fonctionnement normal de l'association vis-à-vis de nos textes. C'est ce comité qui veille sur l'atteinte des résultats attendus du nouveau bureau. Parce qu'à travers un congrès, on a déjà défini les objectifs, les actions. Donc il y a des plans d'action. C'est ce comité qui veille sur tout ça. Alors donc, nous devons renouveler ces bureaux. Parce que chaque bureau a comme mandat 5 ans. Donc le renouvellement est très simple. Comme je l'ai dit, toutes les sections ont proposé déjà les membres qu'il faut pour chaque poste. Donc nous avons reçu toutes les enveloppes. Ces enveloppes, nous allons les passer en revue pour faire le décompte des voix déjà. Le décompte des voix, absolument. Donc, par exemple, quand on prend le président du CN, il sera celui qui a reçu le plus grand nombre de voix. Et dans la transparence. Absolument, absolument. Les enveloppes sont venues fermées avec le cachet de la section. C'est uniquement la commission électorale qui a le droit de l'ouvrir. Donc une synthèse de toutes les voix va être effectuée pour savoir le nombre de voix par candidat. Et les candidats choisis par les sections sans campagne. Sans campagne, oui, absolument. C'est une démocratie absolue. Il n'y a pas de campagne. Les plus méritants sont choisis par les membres. Sans aucune campagne. Sans aucune motivation à la base. Je veux dire une motivation financière. La motivation n'est autre que faire avancer l'association. Donc, les candidats sont choisis, je veux dire plutôt, les membres sont choisis par les structures à la base, à travers leurs compétences, à travers, on va dire, leur intégrité, à travers les services déjà rendus à l'association. Alors donc, il est possible que lorsqu'on fait le décompte des voix, qu'on puisse avoir des égalités. D'où l'organisation dans notre programme d'une élection par les congressistes. L'élection ne va porter que sur les membres, les postes, je vais dire, où on a des égalités de voix. Donc, il y a une élection qui va être organisée pour départager ces choix-là. Voilà comment ça se passe. Et la présentation ainsi que la prestation de serment du nouveau bureau CN et CCN, ça va se faire cette fois-ci en présence du guide spirituel des Ansars. Tout à fait. Si je comprends bien. Tout à fait. Voilà. C'est une prestation pour nous fondamentale. Alors, c'est pas pour rien que nous avons aussi institué cette pratique. Absolument. Parce qu'être membre des bureaux, de quelques bureaux que ce soit dans cette association, c'est une responsabilité lourde. Il faut donc être quelqu'un qui est engagé. Il faut être quelqu'un qui respecte ses engagements. Il faut être quelqu'un qui respecte l'association et ses textes. Il faut être quelqu'un qui est prêt à être mobilisé partout à la demande et par nécessité. Et il faut être quelqu'un qui est de bonne foi. Donc ces qualités, pour qu'on puisse s'assurer que toutes ces qualités, bien vrai que les gens sont choisis sur la base de ces qualités, puissent être, on va dire, un engagement devant le guide et devant les grands responsables de l'association. On en a fait une pratique. Il faut un serment par tous les membres qui sont choisis par les différentes structures. Alors mon collègue peut me compléter s'il le faut. Non, c'est bon. Voilà. Okay, d'accord. Alors moi, je voudrais juste, avant de boucler ce plateau spécial là, et tout cela, c'est un engagement, on va dire, patriotique et sans attendre forcément une rémunération. C'est important de le souligner ou pas? Bien sûr. Sur ce plateau. Il n'y a absolument aucune rémunération pour quelque fonction que ce soit dans ce bureau. Voilà. On est tous des bénévolats. Nous savons que notre rémunération, ce n'est pas ici. Voilà. Nous ne sommes pas mobilisés pour 1 franc ici.
Parce que pour nous, un franc ici ne sert à rien. Parce qu'un jour, ça va finir. On est mobilisés tous pour soutenir les causes nobles de ces guides. Voilà. C'est parce qu'il nous a convaincus et nous avons aperçu tout l'intérêt qu'il faut pour se battre dans le cadre de cette association. Personne n'est payé, on est tous mobilisés. Au contraire, d'où votre prestation de serment. Nous investissons pour la bonne cause de cette association. Pour l'avancée de cette association. Absolument. Absolument. Alors, les grandes attentes, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce congrès, Monsieur Traoré, avant de oui, mais ce qu'on attend à travers déjà toute cette présentation, je pense que les attentes ne peuvent être que les dysfonctionnements de l'association sont cernés. Les réformes qu'il faut pour un avancement, on va dire, plus accru, sont proposées. Un groupe de réflexion est mis en place pour accompagner toutes ces réformes-là. Les nouveaux membres des 2 bureaux sont élus, ont prêté serment et se sont engagés pour porter ces flambeaux qui est leur mandat. Je pense que ce sont ces attentes et nous n'avons aucun doute que ces attentes vont être comblées. Merci d'être passé sur ce plateau spécial. On rappelle juste les dates aux téléspectateurs. Ça commence, l'ouverture officielle c'est le 5 mai et ça continue le 6 mai. Avant le 5 mai, il y aura d'autres travaux en prélude à l'ouverture officielle de ce congrès. Je vous remercie d'être passé sur ce plateau, Monsieur Seydou Diarra, qui est le secrétaire général de la commission d'organisation, et M. Seydou Traoré, qui est le président de la commission d'organisation. Chers téléspectateurs, ainsi se referme ce plateau spécial. Nous vous remercions une fois de plus pour votre soutien indéfectible à Chérif la Télévision. À très bientôt pour d'autres news. Merci.